Avant au niveau parisien, j'étais membre du bureau de la section parisienne des fonctionnaires, enfin, l'union des syndicats de fonctionnaires de Paris, quoi, l'USFS. On était rattaché à l'union départementale, mais c'était une branche de l'UGFF. J'avais des responsabilités, bon, d'appliquer déjà les orientations où j'étais et de donner un coup de main à certains syndicats. J'ai eu donné des coups de main à l'agriculture ou à d'autres endroits, quoi. À l'UGFF, et ensuite, dans le cadre de la coordination UGFF et de tous les services publics, santé, services publics locaux, quoi, fonctions publiques territoriales, la fonction publique d'État plus ou moins qui était groupée à l'UGFF, et bon, les PTT qui n'étaient pas à l'UGFF, mais et ça c'était pour les retraites. Parce qu'en même temps, j'avais été désigné au bureau de l'Union confédérale des retraités CGT en 82. J'y suis resté 17 ans. C'est-à-dire la première manifestation que j'ai eu l'occasion de marquer sur le problème des retraites, ça a été très tôt, ça doit être en 58 ou 9, je ne me souviens plus exactement, à une grande manifestation qu'on a fait de l'Opéra au Palais Royal, où d'ailleurs déjà il y avait des menaces sur les retraites. Et que déjà les jeunes disaient oui, à certains, à ceux qui avaient 40-50 ans, vous allez avoir la retraite, nous on ne l'aura plus. Ça c'est un argument que j'ai toujours dénoncé. J'ai dit, les retraites vous en aurez toujours. Même si c'est la misère, mais vous en aurez toujours. Parce que les retraités, ou alors on les tue ou on les gaze, hein, mais sinon, il faut bien leur donner un peu pour faire vivre, il faut marcher le commerce. S'il n'y avait pas les retraités, il n'y aurait pas tant de cartes de tourisme surtout après les vacances. Parce qu'il faut voir un petit peu, hein, c'est vrai qu'ils font voyager. J'ai dit non, qu'ils essayent de nous tirer le maximum de ce qu'ils peuvent, mais il y en aura toujours des retraites. Mais si vous voulez qu'elles soient bonnes, battez-vous. Et très jeune, très jeune, dès mes premières responsabilités, je me suis occupé, y compris d'aider les copains à faire valoir leur retraite. Et c'était au départ une des grandes responsabilités que je m'étais donnée, parce qu'il fallait voir, notamment les gardiens, les agents de bureau qui partaient à la retraite, la misère, ceux qui n'étaient pas titulaires, dans quelle misère on les mettait. C'était honteux. Normalement, les sections de retraités auraient pu se mettre dans chaque syndicat. Mais c'était utopique. On en a discuté profondément et moi c'était mon avis. On avait du mal à rassembler une trentaine de personnes, quarantaine de personnes retraitées de l'ensemble du ministère. Je voyais mal des sections de retraités dans chaque syndicat où ils auraient été 4, 5, 6. C'était la déperdition, c'était la perte d'intérêt. Mais c'est vrai qu'on a eu du mal à raccrocher les retraités parce qu'il y avait une tradition, mais qui n'était pas qu'à l'affaire culturelle, hein. Elle est nationale, hein. Parce que je connais j'ai pas été 17 ans au bureau de l'Union confédérale sans savoir les statistiques, hein. C'était une tendance générale où on restait dans son syndicat très corporatiste, les mineurs, les DF, les cheminots, la santé, et encore la santé pas trop. Mais parti de là, le cheminot ne voyait pas d'intérêt avec le mineur avec les DF. Enfin, et c'est, disons, toute la base de la création de l'Union confédérale des retraités, mais qui n'était pas encore une union, une confédération pour les retraités. Car elle a été créée en 69. Mais qui était rattachée sous la responsabilité de la Confédération. Et l'Union confédérale des retraités est devenue une organisation spécifique
à part à l'intérieur de la CGT, qu'en 82. Et moi, je militais déjà à l'union départementale CGT de Paris, avec Lucien Hénaf et d'autres, pour créer vraiment des sections de retraités, de ne pas laisser partir. Et donc j'étais associé un petit peu, avant la tenue du congrès, aux discussions qui se faisaient à la CGT rue Lafayette, parce qu'ils n'étaient pas encore à la Confédération. On discutait vraiment pour qu'il y ait une organisation CGT et déjà qu'on ait nos bases de cotisation comme les autres, qu'on ne soit pas des bouche-trous, quoi. Hein, parce que c'est un vieux débat, la cotisation. Et franchement, moi, je ne me mettais pas dans la tête d'aller à l'Union confédérale des retraités. Le congrès de l'UGFF s'est tenu, fin 81, et moi, là, l'UGFF m'a demandé de venir, si possible à mi-temps, pour m'occuper des retraites de la fonction publique. Parce que j'étais plus secrétaire général du syndicat, mais j'étais permanent au syndicat, mais je partageais mon temps. Mais ça n'a pas pu durer longtemps, c'était impossible. Il y avait tellement à faire que très vite, j'ai été complètement dégagé et je suis devenu complètement permanent à l'UGFF. Mais entre-temps, il y a eu le congrès de l'Union confédérale des retraités qui s'est tenu au mois de juin 82. Et c'est de là, sans qu'on ne m'ait prévenu, c'est la camarade Thérèse Hirschberg, qui était du syndicat, qui était secrétaire générale de l'UGFF, qui, en discussion avec les camarades de l'Union confédérale des retraités, m'avait proposé pour être à la commission exécutive, et bien, pourquoi pas au bureau. Mais ça, je l'ai su qu'au congrès, quand ils en ont. Et effectivement, et là, j'ai été engagé à fond à m'occuper donc du secteur, tout le secteur public des retraites. Et je n'étais pas retraité. Et je continuais à voir. Et c'est de là d'ailleurs que j'ai sorti à l'époque. C'est moi qui ai rédigé l'opercule, le premier opercule de l'UGFF sur les retraites. Et après, on l'a recopié dans la VO, mais là, il y a eu un petit machin qui ne m'a pas plu. Parce qu'on a remercié je ne sais pas qui, et on a fait que copier ce que j'avais fait. Et en me demandant de le relire pour voir s'il n'y avait pas d'erreur. J'ai connu toutes ces périodes. Je les ai connues en tant que militant syndical, mais à l'époque, j'étais quand même responsable de la section du Parti communiste de Gagny. J'ai été même candidat aux élections, j'ai failli être maire de Gagny contre le maire actuel, qui est toujours. Et à l'époque, je me souviens parce que on avait un journal La Renaissance de Seine-et-Oise, et j'écrivais toutes les semaines, c'était un hebdomadaire, j'écrivais sur Gagny, c'est moi qui l'écris. Et je raccrochais les gamelles, hein, les usines, les plâtreries et tout ça qui infectaient. Et le maire, et je me souviens une fois qu'il avait été élu un samedi après-midi, parce qu'on travaillait le samedi matin, je me reposais chez moi. Quelqu'un est venu frapper à la porte, toc toc, rentré. Alors rentrait un gars que je connaissais, c'était un ouvrier municipal. Monsieur Piquet, vous êtes là? Ben, j'ai dit oui, vous me voyez bien. J'étais allongé sur lui, on avait un studio, c'est tout. On posait. Il dit, monsieur le maire voudrait vous voir tout de suite. Je lui ai dit, de quel droit il veut me voir? Ah, mais j'ai dit, il veut me voir, et bien il va me voir, j'y vais. Et je suis rentré dans son bureau. Il commence à dire, qu'est-ce que c'est que ce torchon qu'il me dit? J'ai dit, calmez-vous, vous. Je dis, ça n'est fallu de peu que ce soit moi qui soit de l'autre côté. Hein? Alors j'ai quand même quelque autorité. Hein? Je lui ai dit, qu'est-ce que vous n'êtes pas content? Eh bien la semaine prochaine, il y en aura pire.
Et ça a été vrai. Et ça a duré. Eh bien, il a lâché, il a dit c'est pas la peine. Et puis, au contraire, les gens étaient. Et puis, j'ai dit, ah, parce qu'il y en avait un, une fois, je n'avais pas signé parce qu'il ne demandait pas tout le temps que ça soit signé. Mais j'ai dit, là, je vais signer, vous portez plainte, c'est signé, ne vous inquiétez pas. Et puis, un beau jour, il y a eu des élections municipales. Bon, il a fait passer que toute personne qui ne se présenterait pas avec sa carte d'identité ne pourrait pas voter. D'habitude, c'est une petite ville, Gagny, mais enfin, tes maires, ils disent, je tiens un bureau de vote, et qui était pourtant un bureau de vote, mais j'en ai tenu beaucoup à Paris ailleurs. Ah non, j'étais délégué de parti. Je faisais le tour des bureaux de vote. Je m'emmène dans un bureau de vote où il était au bureau. Il y a une pauvre dame qui s'amène d'un certain âge. Tout le monde la connaissait, moi je la connaissais. Elle n'avait pas sa carte d'identité. Ah non, 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 qui dit il faut la carte d'identité. Non, non, vous ne pouvez pas voter. Bon, elle est allée chercher la carte d'identité. Et donc j'assiste, j'ai dit quand même. Je faisais le tour, j'étais que délégué. Je dis rien. C'était vers les 11h. J'avais fait le tour, il y avait une dizaine de bureaux de vote. Et l'après-midi, je recommence. Je me retrouve à 4h à ce bureau de vote. Et puis, bon, il y avait des personnes qui venaient, bonjour. J'avais vu, ça se passait pas trop mal. Tout d'un coup, qu'est-ce que je te vois? Le maire. Il s'amène, il va au bureau, il serre la main. Il me serre la main quand même. Mais, non, j'ai dit, mais on s'est vu ce matin. Ah oui, oui, c'est vrai. Et puis, ça va pour voter. Le gars, j'ai dit, vous avez votre carte d'identité? Oh, le gars qui donnait mieux, en fait, tout le monde connaît. J'ai dit, non, moi, je ne connais pas. Alors, il commence à... J'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait à Madame Untel ce matin? Alors, j'ai dit, vous le faites, ou sinon, ce soir, quand je signe les bordereaux, je le signale, cet incident. Eh bien, il est reparti chercher. Ah, il ne m'aimait pas avant, mais il m'a aimé davantage après. Pour ma part, j'ai connu cette période sous la période de Gaulle, et on a retrouvé espoir, ça retombe un peu. Je serais tenté de dire, comme ancien menuisier, charpentier, tonnelier, que la vie est faite un peu comme les dents d'une scie. Ça, il y a le haut et le bas. C'est un moment important, le ministère de la Culture, Ah, 68. T'as des souvenirs, enfin, je veux dire. Ah oui, j'ai même écrit il y a 10 ans de ça, quand on a fêté les 50 ans. D'ailleurs, il doit y en avoir aux archives. Hein. Mais le souvenir que j'ai, qui est le plus rigolo, pour le déclenchement de la grève générale au ministère de la Culture. Parce que moi, à l'époque, j'étais au bureau de l'Union des syndicats de fonctionnaires de la Seine, dont le responsable était Marius Berthoud, que vous avez entendu parler, qui a beaucoup travaillé pour la culture et tout. Et donc, on voyait les choses se décanter, nous, depuis 1967. Si vous reprenez, si vous avez les archives du mouvement syndical, de la fonction publique, je parle, il y avait des batailles sans nom, mais qui n'aboutissaient pas. Hein. C'était raide, raide, raide. Moi, j'avais des négociations avec la direction de la section parisienne, avec les ministères, on allait à la fonction publique, partout. Ah, ils nous écoutaient. Mais on aurait craché dans la mer pour la faire déborder, c'était la même chose. Et puis quand on ne revenait pas derrière, c'était les coups qui tombaient. Hein. Alors, moi à l'époque, j'étais sous-chef du bureau des marchés de la direction du patrimoine. J'étais en poste au Grand Palais. Mais en même temps, j'étais responsable du syndicat. Alors, c'était pas facile d'assumer les deux, j'aime autant vous dire. Hein. Là, les nuits étaient courtes.
Et donc, arrive la grève de Sud Aviation. On a suivi ça, et on se réunissait. Après arrive Renault. Et je me souviendrai toujours qu'on a eu une réunion, nous, le jeudi avant le déclenchement de la grève. Pour voir si on déclenchait, il y avait l'UGFF, il y avait... Alors la décision est de dire, essayons de faire pression pour de mettre en mouvement, que les gens se mettent en mouvement, mais nous, on ne déclenche pas la grève nationalement. Il faut se battre pour que ça soit sur le terrain. Et effectivement, le jour arrive. Alors chacun, quand on a vu comment ça se passait chez Renault, on a fait une réunion, j'ai convoqué une réunion, j'ai vu les autres syndicats, CFDT, j'ai réussi, la FO, je l'avais dans la main, alors il me devait sa place. C'est pas moi qui lui ai donné la place, mais si j'avais dit tout ce que je savais sur lui, il l'aurait jamais eu. Il est mort, personne n'âme. J'ai réussi à faire une bonne chose. Ça a été une première, ça c'est un peu un aparté, mais c'est dans l'histoire. Il s'appelait Desmarais, et c'est la première liste d'union de gauche à Sarcelles. J'y suis pour quelque chose, parce que j'ai pu le convaincre de s'allier aux communistes à Sarcelles. Et la liste a été élue. Malgré Guy Mollet. Alors, bon, du coup, et le statut des gardiens ensuite, à l'époque, eh ben, c'est lui qui était chargé de le faire, mais c'est pas lui qui l'a fait, c'est moi. Je l'ai écrit pour lui. Parce qu'il était inspecteur à l'époque. Mais, bon, on a travaillé. Mais le pire était la CFDT. Ils croyaient au début, quand ils étaient créés en 66, qu'ils allaient nous bouffer. Et puis, bon, et ils ont toujours la même idée. Hein. Le réformisme nous y entraînait dedans. Hein. Alors, ils étaient tous réunis. Il y avait que la FEN qui n'est pas venue. Parce que la FEN était rue de Solferino, les cadres, les syndicats, personne. Et on était en réunion dans la grande salle de réunion au rez-de-chaussée du ministère. Maintenant, c'est plus des salles, c'est des bureaux, j'ai vu. Et on discutait, tout le monde était d'accord pour se mettre en grève, mais personne ne le décidait. Et moi, j'étais, je vous ai dit, sous-chef du bureau des marchés. Un coup de fil, un gars qui était à côté du téléphone, il le décroche, et il demande qui c'est. Tu lui réponds, c'est le directeur de l'architecture du patrimoine. Directeur du patrimoine. Est-ce que M. Piquet est là? Alors là, il dit oui, oui. Alors, je vous le passe. Je lui dis, mais c'est qui? Il me dit, c'est le directeur. Ah bon? Je vais le voir. Il me dit, mais vous vous souvenez, M. Piquet, que nous avons rendez-vous de chantier cet après-midi sur un chantier, donc au titre des marchés. J'ai dit oui, mais vous savez, monsieur le directeur, on est en assemblée générale pour savoir si on vote la grève ou pas, mais si on ne vote pas la grève, je serai là, parce qu'à 2 heures, il m'emmenait. Mais j'ai dit, si on vote la grève, il n'y a pas question. Et ça discuté, tout le temps, ils n'avaient pas entendu. Alors je reprends la parole. Je dis, écoutez les gars, là maintenant, on a assez discuté, il faut prendre une décision. Je viens de recevoir un coup de fil du directeur, tel quel je le sortais. Alors, si on vote la grève, moi, je suis là. Mais si vous ne votez pas la grève, eh ben, moi, à 2 heures, je m'en vais. Il y a un copain qui était Balaguer, qui était concierge, mais il était à la CGT, concierge, hein. Il me dit, dans le coin, t'es un peu gonflé quand même, toi. Ben, j'ai dit, maintenant, il faut savoir ça. Alors, on met aux voix, tout le monde a voté la grève, j'ai repris le téléphone, j'ai dit au directeur, on est en grève, et c'est parti comme ça a duré quand même 14 jours. Au Louvre, il y avait les arzellettes, les archives, plusieurs dépens, l'Arc de Triomphe, et beaucoup de services en province, hein, qui avaient suivi. Si, là, c'est là, et l'école des Beaux-Arts et tout, c'est là qu'on a une histoire sur l'école des Beaux-Arts, parce qu'à l'époque, on en avait 2 qui étaient connus, Cohn-Bendit et Gesmar. Je me les suis payés tous les 2.
Et bien payé. Et moi, il y en a le Cohn-Bendit, oui, le Jetmar, qui ont eux après nommé l'un inspecteur général à l'éducation nationale et l'autre, je ne sais pas, dans tous ces titres. Non, mais je voudrais bien. Ils voulaient nous donner des leçons. Un jour, alors là, il y avait Pierre Poirier qui était quand même venu, parce que voir des copains de l'école des Beaux-Arts, on faisait une réunion de la section CGT des Beaux-Arts. Les copains nous ont dit, ah oui, mais les autres élèves voudraient voir. Pourquoi pas prendre le grand amphithéâtre et faire la réunion? Ben, j'ai dit, mais moi, comme vous voulez, j'y vois pas d'inconvénient. On était à la réunion, je commence à faire, et puis tout d'un coup, on te voit arriver le groupe anarchique, avec Gesmar, avec Cohn-Bendit, et puis bon, je prends la parole, et il y avait Ben Saïd. Vous avez entendu parler de Ben Saïd. Il était le responsable de la section syndicale des Beaux-Arts à l'époque. Et donc, mais on n'était pas très nombreux. Il y avait encore, on devait être 7-8 de cadres de la CGT, peut-être une vingtaine de gars dans la salle, et puis tous les autres, c'était des étudiants, et puis on a vu arriver une cinquantaine de margoulins là. Et je crois que c'est Gesmar qui s'est adressé à moi. Et il dit, tu fais bien le malin qu'il me fait. Mais il dit, tu vois là, si on voulait, on te casserait la gueule. Ah, j'ai dit, écoute mon vieux, je vais te dire une chose. Ça, c'est très possible, vous êtes peut-être très fort. Mais j'ai dit, tu peux dire que tu ne poseras plus les pieds à l'école des Beaux-Arts. C'est bien. J'ai dit, tu sais, ce qu'il y a de l'autre côté de la Seine, le Louvre, t'en as entendu parler? Si moi je ne peux pas les prévenir, d'autres les préviendront. Mais si les ouvriers, les gardiens font une descente à l'école des Beaux-Arts, ça va être nettoyé. Les écuries seront nettoyées. Si l'administration ne peut pas nettoyer les écuries, eux, ils le feront. Et là, mais je me souviendrai toujours, par contre, quand il a fallu les faire débrayer après qu'on ait eu voté la grève, vraiment, parce que là, c'était des assemblées, la grève dans les écoles, on a été à l'ENSA, on a un gars qui était inspecteur général, qui avait adhéré à la CGT, il y est pas resté longtemps, il est resté 6 mois, nommé Parent. Il était dans la salle de la rue de Valois quand on a déclenché la grève, il a demandé sa carte, j'ai dit, pas de problème, on lui donne, et il a dit, mais je suis partant pour aller convaincre les autres. Et il est venu avec moi, et plusieurs autres membres. Putain, j'ai dit, mais ça pose des problèmes quand même, hein. Et on a eu comme ça une dizaine d'administrateurs qui ont adhéré. Certains sont restés, mais d'autres... Et bien après, on a su que c'est le ministre qui leur avait conseillé d'adhérer pour nous infiltrer. Et ils pensaient peut-être nous faire changer, mais ils se sont rendus compte que ça ne prenait pas la tournure, que ça... Ils enfilaient, on a été des gars. Eh oui. Et ces noms-là, je peux les dire n'importe où, ça c'est la vérité. Hein. Et là, dit la grève, on l'a maîtrisée de A jusqu'à Z. Et après, là, on a négocié, et vous avez le compte-rendu dans les négociations de 1968 sur le gros livre sorti par la CGT. Il n'y a pas tout à fait tout, parce qu'il y a... Mais on est certainement le ministère, on était peut-être le plus arriéré en matière de droit dans la fonction publique. C'est même certain. Les catégories, on était sous-classés et tout ça. Mais on est le ministère qui avons arraché le plus d'un seul coup. Et j'ai négocié ça avec... et c'est pas tellement les autres. Il y avait les camarades, il y avait ce fameux Farougia qui était là. Et on a obtenu vraiment la permanence syndicale, les 5 jours de congé de ministre, toutes les avancées et tout. Et l'élection
plus la désignation de délégués syndicaux pour les comités techniques, la mise en place des comités techniques paritaires qui n'existaient pas. Parce que depuis la création du ministère, officiellement à partir de 61, on demandait la mise en place des comités techniques paritaires, on n'en avait pas. On les a obtenus, ça. Et en plus, non pas la désignation, parce que certains voulaient la désignation, notamment la FEN et la CFDT, hein, la FEN surtout des archives, parce que les autres on ne les voyait pas. Il a dit non, on veut un référendum et que tous les employés depuis plus de 3 mois qui sont là aient le droit de vote. Je me suis fait ramoner par la Fédération CGT des finances, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Il l'avait lu, il était d'accord. Il y a un gars des finances qui est allé le menacer. Oui, qu'est-ce que tu dis, ceci, cela? Georges, il me dit, mais t'as vu? J'ai dit, attends. Lui, il dit, on a la reprise du travail après le repas. Devant tout le monde, j'ai été l'attraper. J'ai dit, qu'est-ce que tu lui reproché? T'as quelque chose à dire? Tu la fermes. J'ai dit, parce que si tu veux, moi, je vais te clouer le bec. Devant tout le monde. Parce qu'il y en a marre de ta petite connerie. J'ai dit, la Fédération des finances, vous êtes des mange-merdes. J'ai dit, vous voulez tout pour vous, rien pour les autres. Parce qu'à l'époque, eux, ils désignaient. Et moi, je leur ai dit. Je peux le répéter, donc je l'ai dit. Et il y en a un qui peut le savoir, qui est encore vivant. C'est Jean-Christophe Le Dugou, qui a été secrétaire de la CGT. Hein. On sait bien. Eh bien, il ne fallait pas demander ça, le vote, parce qu'avec tous les non-titulaires, on risquait. Mais j'ai dit, les non-titulaires vont voter comme les autres. Oui, mais on risque de se retrouver derrière, patati patala, alors qu'on a imposé. J'ai dit non, je ne cède pas. J'ai dit, vous faites ce que vous voulez aux finances, mais nous, on a une administration jeune, on démarre sur des bases démocratiques. Enfin, j'ai imposé ça au ministre. Je me souviens bien de Jean-Marc. Je me souviens que c'était un bon militant, mais à l'époque, il avait une tendance gauchiste. Et parfois, il aimait contredire. Et il a cité à plusieurs reprises, notamment pour certains d'entre nous, qu'il trouvait qu'on était trop longtemps responsables. Bon, c'est pas que je lui... mais il avait dit à Georges, oui, mais vous prenez des postes de sénateur. Je pense qu'il s'en souviendra très bien qu'il a changé d'opinion depuis. Mais il a très vite, au contact d'ailleurs de Françoise, puis ils ont été amis très longtemps, mis du plomb un peu dans la cervelle parce qu'il était un peu... Mais ça partait un peu trop dans tous les sens. Et il est devenu un très très bon militant d'ailleurs. Là où il en est, c'est la preuve. Et je lui ai envoyé, quand j'ai appris qu'il était proposé pour être élu à la commission exécutive confédérale, je lui ai envoyé une lettre qu'il doit avoir encore, et dont je me souviens que j'étais fier que l'élève soit devenu supérieur au maître. Et ça me faisait bigrement plaisir. Et je garde de Jean-Marc, à part ça, un garçon formidable, et que, si on peut dire, l'école du syndicalisme, de la lutte de classe, en a fait un garçon extrêmement compétent. Ça, j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Marc, mais je serais tenté à lui dire qu'il est devenu un sénateur. Ce que je dis, je le pense, mais c'est lui qui avait dit ça. Et Françoise, j'en ai beaucoup. Françoise, j'ai assez repéré assez vite qu'elle était une excellente militante, qu'elle en voulait et qu'elle n'avait peur de rien.
à tel point qu'elle a milité, elle n'était pas titulaire, tout comme moi, je n'étais pas titulaire quand j'ai commencé à prendre la responsabilité à l'architecture à l'époque. Hein. Mais elle, quand elle est arrivée aux archives, elle s'est pratiquement syndiquée tout de suite et a milité. À tel point que Rumeau, qui était la sous-directrice, mais là, les copains m'ont averti trop tard. Quand il y a eu la commission administrative pour la titulariser, ils ne m'ont pas prévenu qu'il y avait la menace qu'il reporte son stage de 6 mois. Et là, j'ai su. Alors, j'ai été voir la Rumeau, moi. Et là, j'avais déjà quand même une certaine assise, je pouvais me permettre. Et je lui ai dit, vous avez eu de la chance que je ne sois pas au courant avant. C'est fait, elle est prolongée de 6 mois. Mais attention, si dans 6 mois elle n'est pas titularisée, c'est à moi que vous aurez affaire. Et là, ça ne va pas se passer comme ça. Parce qu'à l'époque, j'allais trouver le directeur général, d'ailleurs il m'avait dit bien souvent, Monsieur Piquet, s'il y a quelque chose, vous m'appelez directement. Et c'est là que, bon, elle a été, et très vite, elle s'est engagée. Bon, elle a été une bonne militante. Elle a eu des problèmes de jeunesse, comme tout le monde, comme moi j'en ai eu aussi. Mais très bonne militante. Françoise m'a succédé. Et Georges a succédé à Françoise. Et je les ai eus. J'étais déjà secrétaire général de l'USPAC, que eux, ils étaient au bureau. Donc on a travaillé ensemble. Je me souviens qu'il a été à un congrès, il a été proposé au bureau par la section des archives. Comme on essayait de mettre un syndicat, il n'y était pas encore, mais il a été proposé pour être au bureau. C'est comme ça que je l'ai connu, parce que quand il était aux archives même, je n'ai pas tellement connu. La section marchait à peu près, tant bien que mal. Je la laissais marcher, si tu veux. Hein. J'étais pas le petit père des peuples. Farrugia, il est connu au syndicat et tout ça. C'était un meneur d'hommes à peine croyable. Elle m'a aidé énormément quand on a traversé une période extrêmement difficile qui est arrivée au Musée de France. Il y avait, à ce moment-là, nous, on avait créé notre syndicat, le syndicat des personnels administratifs du ministère, et on avait aidé à créer le syndicat des personnels de surveillance et de service, dont le responsable était Pierre Poirier. Il a pratiquement déboulonné Poirier. Là, tout est... Et ils se sont presque venus aux mains. Ils voulaient que moi je tranche. J'ai dit, je ne trancherai pas, c'est pas mon syndicat. Mais il y avait eu... Alors, Farrugia s'était emporté, mais il avait fait un travail sensationnel. C'est un gars qui... Moi, je peux dire qu'il m'en a fait baver, parce qu'à un moment donné, quand on a regroupé les deux syndicats, j'ai dit, mais il était... Et d'ailleurs, il s'était engagé, j'ai dit, mais si vous voulez la direction, vous la prenez. Mais là, il s'était associé, parce qu'on avait des gauchistes, hein. À l'époque, il y en avait partout, surtout après 68, il y en avait pas mal qui venaient de l'école des Beaux-Arts, et tout ça. Bon, ils ont essayé de faire une alliance. Ben, j'ai dit, allez-y, mais au Congrès, ils se sont fait balayer comme... Moi, je ne revendique pas, hein. Mais ils ont eu plus souvent besoin de moi que moi d'eux. Et là, Louisette a tout fait pour contraindre Poirier de se calmer. J'ai entendu Pierre Poirier, que je connaissais, que j'admirais, que j'admire encore, traiter Farrugia pire. Alors que l'autre, il avait quand même... Il ne s'était pas forcément comporté bien, mais une haine que j'ai sentie à Pierre Poirier. Je lui ai dit plus d'une fois, mais tu as plus de haine vis-à-vis d'un camarade que tu en as avec les patrons et les capitalistes. C'est pas possible, ça. On a été à l'UGFF, à la fédération, pour essayer de... Le jeu s'est calmé quand
quand Farrugia s'est tué, quoi. A eu son accident de voiture. Il a eu un accident de voiture, il avait une voiture avec un volant, avec des rayons, là, je ne sais plus quelle marque c'était. Et dans l'accident, il a perdu. Il n'a pas eu d'accident, il est rentré dans un arbre de la route, peut-être sommeillé, tout ça. Et ils ne s'en sont pas aperçus. Il a eu la rate perforée par un rayon. Il a été... Ils ne s'en sont pas aperçus. Et quand ils l'ont transféré, bon, il est décédé. C'est moi qui ai fait... Il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière, je fouillais un peu dans certaines archives, j'ai retrouvé le discours que j'avais fait sur sa tombe. Ah, mais ça, eh bien, qui d'ailleurs, il avait été, que je ne dise pas de bêtises, oui, il avait connu, il avait été arrêté aussi, parce qu'il était plus vieux que moi, en 44, il avait déjà été arrêté, il avait été dans un camp en Allemagne. Enfin, vraiment, c'était un gars, mais en une nuit, il foutait le Louvre en feu. Hein. Même le sous-directeur, quand il est décédé, il est venu me trouver pour me présenter ses condoléances. Même des architectes, et pourtant, il ne les avait pas ménagés. Hein. Mais c'était un battant, hein, vraiment un battant. Il en a été, des fois, il en était à la limite de la provocation, c'est vrai. Mais c'est quand même un gars qui avait été mis au peloton par les Français, parce qu'on le soupçonnait d'avoir aidé le FLN. Il avait été emprisonné à Fort-la-Malgue, à Toulon. C'était... Bon, il était insaisissable et instable. Ça, si vous voulez, mais alors, s'il décidait, il était capable de foutre la révolution partout, partout, partout. Un pouvoir de mobilisation incroyable. J'en ai vu, hein, mais jamais comme lui. Et bien Pierre, même après sa mort, ne lui a pas pardonné. Et ça, d'ailleurs, c'est en 2013 que Louisette était venue et que j'ai repris en disant qu'il était trop haineux, à mon avis. Quand on milite dans le mouvement ouvrier, il ne faut pas avoir la haine au cœur. Si, moi je l'ai, mais vis-à-vis vraiment j'ai la haine de classe. Celle-là, oui. Quand j'ai formé, que j'ai pris la section syndicale qui existait, il y avait un bureau, j'ai eu, je le dis, tout le temps, presque, sinon plus de femmes que d'hommes dans le bureau. Ça, j'ai toujours travaillé énormément et donné des responsabilités aux femmes, et j'avoue que je n'ai eu qu'à m'en féliciter. Et beaucoup me chambraient à l'époque. Et je leur ai dit, moi, j'ai tiré une expérience de la résistance. Les femmes sont peut-être longues à s'engager, mais quand elles s'engagent, elles sont fidèles. Et il n'y en a pas une qui a trahi pendant la guerre que des hommes ont trahi. Et ça, c'est une école qui me marquera jusqu'à la fin de mes jours. Et quand je vois les grandes femmes qui ont participé à l'évolution du monde, malgré tout ce qu'on a... Quand on voit par exemple Irène Joliot-Curie, ce qu'elle a fait à l'époque, qu'on ne reconnaissait même pas le droit de vote aux femmes, non mais... Et ça, la fidélité, moi je puis le dire, la fidélité, en général, je l'ai appris dans les livres et dans l'histoire, mais je l'ai vécu moi-même tout au long de mon activité syndicale. Ça, je n'ai qu'à me féliciter de la collaboration que j'ai pu avoir avec les femmes. Alors, les deux anciens qui restent, j'en ai les seuls, effectivement, qui ont fondé, c'est Louisette Blanchon et moi. Elle était trésorière à l'époque, quand on a fondé le syndicat. Simone, mon épouse, je vous l'ai dit ce matin, sans la compréhension de mon épouse, sans son aide, sans vraiment
me supporter. Parce que ce n'était pas tous les jours marrant. Hein. Je rentrais des fois le soir, il était 11 heures et tout ça. Et elle, par contre, le matin, c'est elle qui partait la première. Elle partait à 6h30 parce qu'elle embauchait à 7h30 à Levallois. Elle était à la CGT dans sa boîte, oui, mais c'est pas militant. Elle était à la métallurgie, quoi. Ouais. Alors, je mentirais si je disais qu'il n'est jamais arrivé des mots dans ma famille, comme dans toutes les familles. Et je dirais les familles qui se respectent et qui s'aiment bien. Il y a toujours un moment où bon, on a des mots. Mais dans les moments les plus cruciaux, les moments les plus durs, où il a fallu vraiment s'accrocher, notamment en 68, parce qu'en 68, ça m'est arrivé de ne pas rentrer, de partir même avec ma voiture pour aller faire des réunions un peu partout. Et c'était des copains qui avaient quelques combines pour avoir du gasoil, qui me le fournissaient parce que... Eh bien, bon, on n'avait pas le téléphone portable. Hein. Et à l'usine, il n'était pas question que je lui téléphone. Alors à la maison, bon, je lui téléphonais le soir, si j'étais libre, si j'étais pas libre. Vraiment, elle a été pour moi un tuteur. J'ai pu m'accrocher là et donc développer tout ce que le travail, la vie militante, les besoins également quand on ressentait, de m'exprimer et de faire exprimer les camarades. Et ça, je peux dire que jusqu'au tout le temps, elle m'a soutenu. Et après, quand j'étais à la retraite, que j'étais malade pratiquement 7 jours après, moi, le début de ma retraite, jusqu'en 2004, où j'ai été réopéré 2 fois, et que c'était à partir du mois d'avril qui a été... On lui a découvert le cancer, et après je l'ai gardée, quand elle n'était pas à l'hôpital, elle était dans le fauteuil là, et elle est décédée le 20 janvier 2006. Ça a été une période très, très, très dure. On avait tiré la langue par la queue, comme on dit, hein, vraiment. Et elle, comme moi, on a beaucoup travaillé. Elle m'a énormément soutenu. Si je ne l'avais pas eu, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait au point de vue syndical et politique. Ça, c'est pas possible. Il fallait une femme qui me soutienne, qui me comprenne. Et ça n'a pas toujours été marrant. Parce que les repas le soir, on ne les prenait pas souvent ensemble. Hein. Elle a eu et ça, mais je le dis, le mérite lui revient autant à elle qu'à moi. Autant. Et ceux qui l'ont connue, Georges et d'autres, ils peuvent le dire. Hein. Alors, je voulais voyager, je voulais faire certaines choses, et puis là, elle avait voulu cette maison, ben j'ai dit, je te la ferai la plus belle possible. Là. Et là, elle était contente, mais malheureusement, en 2004, après moi être opéré, parce qu'en plus de ça, moi, en sortant, en prenant ma retraite, je suis été à la retraite le 1er novembre 1991, et le 7 novembre, je me trouvais à Mauriac, opéré le 8 d'une occlusion intestinale, réopéré le 15 parce que ça n'est pas réussi, et tous les problèmes que j'ai eus depuis, et encore l'année dernière, viennent de là. Et j'ai eu 13 opérations depuis que je suis à la retraite. Alors mon frère m'appelle un trompe-la-mort. Eh bien, ma pauvre femme, elle m'a, pendant 12 ans, elle a fait que me soigner. Et puis moi, quand ça a commencé à aller mieux, et cancer des fumeurs pour quelqu'un qui n'a jamais fumé. Travailler avec quelqu'un, à l'époque c'était pas interdit, qui fumait des gitans de maïs sur un banc où il faisait des circuits imprimés pour les avions et les sous-marins.
Il prenait le plaisir, et le banc, ça faisait 60 cm. Il était là, de lui foutre la fumée à chaque fois dans la figure. Et quand ils l'ont opéré à Aurillac, que le chirurgien, il dit, mais vous n'allez pas me raconter l'histoire que vous ne fumez pas. Il dit, non, je n'ai pas fumé. Je ne fumais pas. J'ai peut-être fumé 3 paquets de cigarettes dans ma vie. Mais alors, il lui a dit, ma pauvre dame. Alors là, je comprends. Vous en avez plus pris que lui. Avec les congés que j'avais et tout, je suis parti en juillet. Mais ma retraite est partie du 1er novembre 91. J'étais crevé, il était temps que je parte. J'ai passé plus de 15 ans à dormir, maximum, samedi comme dimanche, 4 heures par nuit. Quand j'arrivais, après que j'ai eu une secrétaire, jusqu'à midi, j'avais assez de, à part les coups de téléphone, je lui dictais tout le courrier. Ça, les gars, beaucoup se sont demandé comment j'y étais arrivé, mais je l'ai payé cher après. À votre santé, super Benoît. À ta santé. Ouais. Allez. À la CGT Culture et à la CGT Nationale. À la conf. Le 120 ans de la conf. Je ne regrette rien. Et je ne pars pas avec l'idée que j'ai appris aux autres. Je pars avec l'idée que j'ai appris beaucoup, moi-même. Et que j'ai essayé de faire partager après ce que j'ai appris, ce que j'ai... Et que je voudrais encore faire partager longtemps par de nombreux jeunes. Eh bien, à tous les camarades de la CGT, je leur souhaite d'abord un bon courage, une fermeté dans les principes, une rigueur dans l'honnêteté, et en leur disant, ne perdez pas espoir, la roue tourne, et pas toujours dans le mauvais sens. Moi, c'est évidemment Alfred Piquet, qui est le père fondateur du syndicat, j'ai dit, et le père de nous tous, quoi. On est tous des enfants d'Alfred. Tous ceux qui ont milité, en tout cas dans mes générations, on est des enfants. C'était Alfred Piquet qui était là. C'est lui qui m'a, en fait, fait prendre ma carte à la CGT. Et Alfred Piquet, bien sûr, hein, c'était surtout Alfred qui a commencé à mener ça. Et donc, il venait une fois par an se rencontrer dans un des monuments. C'était à Zelredo, ça a été Mont-Saint-Michel, Carcassonne, les Eisy, voilà, où il y avait des militants.